je vais juste partager l'écran. Je suis désolée, ça n'a pas fonctionné la première fois. Je vais réessayer. On avait vu ton écran, Christine. Ça aurait disparu. Mais je le voyais comme en format PDF. Je vais juste prendre le temps de l'arranger. Voilà, cette fois-là, je pense que C'est bon. c'est bon. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Je suis très heureuse d'avoir la chance de m'adresser à vous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour l'introduction qui était plus que complète par rapport à moi-même. Je pense que vous avez plus d'informations que ce que j'aurais pu en dire sur mon parcours. Alors, ce soir, je vais vraiment en toute humilité vous partager certaines réflexions par rapport à la relation père-fille dans un contexte d'immigration. Donc, comme ça a été mentionné, moi, j'ai fait mes études de maîtrise sur la relation père-enfant en contexte d'immigration. Donc, j'ai interrogé une quinzaine de pères pour discuter de comment ça se passait pour eux, le développement d'un lien père-enfant. Puis, j'avais justement travaillé beaucoup avec la communauté maghrébine, donc c'était des papas algériens, marocains et quelques Tunisiens moins nombreux qui avaient participé. Donc, je suis très contente. C'est comme un retour pour moi d'avoir la chance aujourd'hui de vous présenter des réflexions à ce sujet. C'est sûr que mes travaux de maîtrise, spécifiquement auprès de la communauté maghrébine, étaient davantage en contexte périnatal, alors que donc avec des très jeunes enfants. Aujourd'hui, je travaille davantage avec des enfants d'âge scolaire, donc c'est plus ce que je vais vous présenter, mais ça va être intéressant de faire des parallèles entre les différents projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis très à l'aise. On n'est pas nombreux ce soir, alors prenez la parole pour les poser. Je préfère ça que vous attendiez à la fin, puis que ce soit difficile de retrouver le fil de la conversation rendue là. Donc, vraiment, sentez-vous à l'aise d'ouvrir vos micros et d'intervenir. Alors, ce que je vous propose comme plan ce soir, je vais commencer par définir un petit peu qu'est-ce que l'engagement paternel. Donc, quand on parle de relation père-fille, père-enfant, souvent on va référer au concept d'engagement paternel. Donc, qu'est-ce qu'un père engagé, puis pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça apporte dans la vie de l'enfant. Je vais commencer par définir ça avec vous. Puis, on va regarder aussi certaines considérations qui sont propres aux pères immigrants, donc soit qui découlent des travaux que j'ai déjà réalisés ou qui sont recensés dans la littérature. J'ai fait une mise à jour aussi, voir qu'est-ce qui avait été écrit récemment sur le thème. Après ça, on va aller spécifiquement sur la relation père-fille. Donc, moi, je vais vous présenter les résultats d'un projet que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, où on a questionné des enfants pour savoir comment leur relation familiale se transformait au cours de l'immigration, puis plus spécifiquement, est-ce qu'ils trouvaient que le rôle de leur père était différent dans leur pays par rapport à maintenant qu'ils vivent au Québec. Donc, j'ai analysé spécifiquement, j'ai isolé les jeunes filles qui avaient participé à ce projet-là. Je vais vous présenter spécifiquement ce que les jeunes filles ont dit, qui pour elles était fondamental, le plus important dans le rôle du père auprès d'elle. Puis après ça, je vais céder la parole à Mme Emnou Zahir pour parler davantage des enjeux de la relation père-fille à l'adolescence. Après ça, on va avoir une discussion sur différentes stratégies pour favoriser une relation père-fille saine et épanouie. Puis ça va terminer la soirée. Donc, qu'est-ce que l'engagement paternel? Quand on parle d'engagement paternel, dans le fond, on va référer à une définition qui est assez largement utilisée au Québec, je vous dirais. Le Québec, on est quand même un chef de file dans ce thème de recherche-là. Donc, ça fait environ 30 ans qu'il y a des études sur ce thème-là qui sont réalisées au Québec. Puis, on a vraiment une longueur d'avance dans plusieurs pays. Donc, on définit l'engagement paternel comme la participation et la préoccupation continue du père. Donc, ça peut être un père biologique ou ça peut être un père substitut. Par père substitut, on va inclure les beaux-pères. Parfois, ça peut être un grand-père aussi, donc dépendant de la structure familiale. Avoir le développement autant physique, psychologique que social de l'enfant. Donc, vous voyez, c'est une définition qui est assez large. Puis, cette définition-là, elle permet de reconnaître l'apport
que plusieurs types de pères ont à la vie de l'enfant. Donc, l'idée, c'est surtout d'éviter d'avoir quelque chose de très, très prescriptif, d'avoir une recette puis de dire pour être un bon père, c'est ça qu'il faut faire. Au contraire, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir, puis c'est une invitation à considérer toutes les différentes façons qu'un père peut contribuer à la vie de son enfant. Il y a 8 dimensions qui sont identifiées à l'engagement paternel, donc 8 différentes catégories d'activités qu'on reconnaît que ça, c'est une manifestation d'engagement. Donc, la première, c'est tout ce qui relève de l'interaction. Donc, l'interaction, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être à travers le jeu, à travers réconforter son enfant, parler avec lui. Donc, la dimension de l'interaction est souvent très importante, surtout pendant l'enfance. Puis après ça, au fur et à mesure que l'enfant vieillit, souvent les interactions sont moins fréquentes, mais elles vont être plus significatives. Il y a la dimension du prendre soin. Donc, encore là, ça aussi, ça va évoluer selon l'âge de l'enfant. Mais dans les soins, on inclut tout ce qui contribue surtout aux soins physiques dans la petite enfance, puis après ça, aux soins psychologiques au fur et à mesure que l'enfant vieillit. Donc, ça peut être de donner le bain, de nourrir l'enfant, de consoler un bébé. Puis après ça, quand il vieillit, ça peut être justement de s'assurer de parler de son école, de poser des questions si l'enfant a l'air triste en rentrant, donc des choses comme ça. Après ça, il y a le partage d'affection. Donc, évidemment, ça, c'est important tout au long de la vie. Ça peut prendre plusieurs formes, mais l'affection, toutes les marques d'affection, que ce soit verbale, physique, c'est aussi une dimension d'engagement paternel. Il y a le père coéquipier qu'on reconnaît. Donc, le père coéquipier travaille en équipe avec la mère, même une fois séparés, et peu importe l'intensité ou la présence de conflits entre la mère et lui-même, il va réussir à préserver son enfant de ces conflits-là. Donc, ça fait partie d'un père engagé, un père qui réussit à limiter la place des conflits avec son ex-conjointe ou avec sa conjointe, qui est la mère de l'enfant. Mais c'est une manifestation d'engagement. Ensuite, il y a le père pourvoyeur. Donc, traditionnellement, c'était la principale dimension du rôle paternel, le fait d'être capable de subvenir aux besoins de sa famille. Souvent, c'est par le travail, donc rapporter les sous nécessaires pour acheter les vêtements, pour avoir la nourriture, payer le loyer. Donc, de plus en plus, au Québec, on remet en question ce rôle fondamental-là du rôle de pourvoyeur, mais il reste que c'est très important pour la majorité des pères. Donc, d'être capable de subvenir aux besoins de leur famille, c'est quelque chose qui, dans leur identité, prend beaucoup de place, puis qui contribue évidemment au bien-être d'une façon importante. Après ça, la 7e dimension, c'est la capacité d'évocation. Donc, l'évocation, c'est toutes les manières que le père a de garder son enfant vivant avec lui, présent dans son esprit, même quand il n'est pas en interaction avec son enfant. Donc, ça peut être, par exemple, de raconter une anecdote sur son enfant à des collègues de travail. Ça peut être de regarder des photos de son enfant. Ça peut être de penser justement à appeler son enfant quand on est en voyage pour voir comment il va, des choses comme ça. Puis finalement, la dernière dimension, c'est la responsabilité. Donc, la responsabilité, c'est autant, par exemple, d'assurer que l'environnement est sécuritaire, donc que la cour est clôturée, que les vitres sont sécurisées, que l'enfant ne pourrait pas tomber à l'extérieur de la maison. Puis ça inclut aussi tout ce qui est les soins indirects. Donc, ça peut être de laver les vêtements, de préparer les lunchs pour que l'enfant puisse aller à l'école le lendemain. Donc, prendre rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin, ça fait partie de la responsabilité. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de choses que le père peut faire. Puis l'idée, c'est surtout pas de prendre ça comme une liste de choses absolument à réaliser, mais c'est vraiment une invitation à voir toutes les façons différentes qu'un père peut contribuer au développement puis au bien-être de son enfant. Donc, si on s'intéresse depuis une trentaine d'années à l'engagement paternel, si c'est quelque chose qui est étudié, c'est parce qu'on s'est rendu compte que ça contribue d'une manière significative au développement et à la santé des enfants. Donc, il y a tout un pan de la littérature qui démontre qu'il y a des choses que les pères font de manière différente que ce que font les mères, puis que ces différences-là vont apporter un surplus à l'enfant qui fait qu'il va mieux se développer ou être plus en santé. Donc, ce que la littérature nous dit, c'est que déjà pendant la grossesse, quand le papa est impliqué auprès de son enfant, donc l'enfant n'est même pas encore né, mais déjà le papa se projette dans ce rôle-là, socialement, il est reconnu comme père, il réclame cette paternité-là, bien, ça va être lié à un meilleur suivi médical de la maman pendant la grossesse, puis à un accouchement qui va être perçu comme étant moins douloureux,
où il va y avoir moins d'interventions obstétricales et donc moins de complications aussi. Donc, la maman se sent soutenue pendant le travail, elle se sent accompagnée, donc habituellement, l'accouchement va mieux se passer. Pendant la période postnatale, on sait qu'un père qui est engagé, qui est présent de manière soutenue, ça va favoriser l'allaitement, donc un allaitement avec moins de difficultés puis qui va durer plus longtemps. Ça va aussi faciliter le sommeil du nourrisson, donc les bébés qui ont un père qui interagit avec eux de manière fréquente vont faire leur nuit plus tôt puis plus facilement, puis les deux parents rapportent moins de stress dans ce cas-là. Quand on arrive à l'âge du trottineur, donc entre 3 et 5 ans, ce qu'on sait, c'est que ça va faire des enfants qui sont généralement plus enjoués et plus débrouillards. Ça va aussi des enfants qui ont une meilleure tolérance au stress et à la frustration. Souvent, ils sont plus adroits physiquement, puis on remarque un meilleur développement au niveau du langage, surtout quand les enfants rentrent à l'école. Donc, les enfants qui ont un père qui est actif dans leur quotidien, qui est présent auprès d'eux, puis qui interagit fréquemment avec eux, vont connaître plus de mots quand ils rentrent en maternelle, puis ils vont aussi avoir une meilleure prononciation, donc un langage qui est plus clair. Tous les effets à l'âge du trottineur, donc entre 3 et 5 ans, on les explique par le type d'interaction que les pères ont avec leurs enfants qui sont différents de ce qu'on est mères. Donc, typiquement, les mères, on va prendre nos bébés face contre nous, donc sur l'épaule, alors que les pères vont tenir leur enfant face au monde. Les pères vont habituellement jouer de manière plus physique avec leur enfant, donc les jeux de bataille, ils vont les lancer dans les airs. Donc, ils ont des touchés beaucoup plus toniques, alors que les mères, on a tendance à avoir des touchés plus caressants, réconfortants. Au niveau de l'interaction verbale, les mères ont davantage tendance à s'adresser à leur enfant sur une forme interrogative, donc à poser des questions, alors que les pères sont davantage directifs. Donc, ils vont donner des consignes, par exemple, quand ils vont jouer avec l'enfant, ça va être davantage des consignes, alors que la mère va davantage poser des questions. Au niveau des jeux de société aussi, vous avez sans doute tous déjà constaté ça. Habituellement, les mamans, quand on joue avec nos enfants, quand ça fait 2 à 3 fois que c'est nous qui gagnons, bien, on va passer le tour, on va donner une petite carte pour donner la chance à l'enfant de gagner. Alors qu'habituellement, les pères ont moins de premiers à faire perdre leur enfant, même si c'est plusieurs fois d'affilée. Donc, ces comportements-là différents font en sorte que l'enfant est exposé à une variété de stimulations, puis il va développer différentes choses, dont justement une aisance dans son corps, une meilleure adresse physique, puis au niveau du développement du langage aussi, puis l'effet est bien documenté. Si on continue dans l'âge scolaire, dans le fond, ce qu'on constate, c'est que ces enfants-là, bien, comme ils arrivent en la maternelle davantage près, habituellement, c'est des enfants qui vont bien réussir, qui vont aimer l'école. Ils ont habituellement davantage de relations positives avec leurs frères puis avec leurs amis. On explique ça justement comme une meilleure tolérance au stress. Ils sont plus habitués d'être déstabilisés. Bien, c'est plus facile pour eux d'interagir après ça avec des enfants de leur âge. Ils vont avoir une meilleure santé, surtout au niveau de l'obésité, on voit la différence, notamment parce que les pères jouent beaucoup physiquement, donc c'est relié à, il y a moins de surpoids après ça chez les enfants, moins d'anxiété, de dépression, puis on rapporte moins de problèmes de comportement pendant l'âge scolaire. Rendu à l'adolescence, ce qu'on se constate, c'est qu'il y a moins de délinquance puis de consommation chez ces adolescents-là. Ils vont reprendre des activités sexuelles plus tard, plus tardivement, puis ils vont avoir moins de comportements à risque, autant neurosexuel que social, puis ils ont davantage tendance à persévérer à l'école. Et finalement, on constate à l'âge adulte, il y a des études qui ont fait des associations entre l'engagement paternel pendant l'enfance, puis la réussite sociale à l'âge adulte, le succès dans la carrière, puis la satisfaction envers la vie, puis on est capable de lier ces deux dimensions-là. Quand on regarde spécifiquement ce qui existe comme connaissance au sujet des jeunes filles, de l'importance de l'engagement paternel pour les jeunes filles, il y a beaucoup moins de littérature. Donc, tout ce que je viens de vous nommer, ça a été documenté dans des cohortes avec, évidemment, des enfants, autant garçons que filles. Ce que j'ai pu trouver comme information, dans le fond, c'est que quand plus le père a une relation de proximité avec sa jeune fille, bien plus les jeunes filles vont développer des rôles de genre qui tendent vers l'égalité. Donc, ça contribue au développement d'une vision d'elles-mêmes comme étant, ayant des... Au niveau de leur empowerment, dans le fond, elles ont l'impression qu'elles ont le pouvoir de décider ce qu'elles veulent, puis elles vont se percevoir comme étant plus égalitaires avec les hommes.
Elles ont davantage confiance puis une meilleure estime d'elles-mêmes. Si on voit ça beaucoup pendant la période de la préadolescence et de l'adolescence. Une meilleure satisfaction par rapport à leur image corporelle. Donc, elles vont avoir moins tendance du même coup à développer des troubles alimentaires. La réussite académique aussi a été documentée auprès des jeunes filles spécifiquement. Tout ça va contribuer à ce qu'elles aient un meilleur bien-être psychologique. Puis finalement, à une réduction des comportements à risque. Puis on pense autant les comportements à risque sexuel que social à l'adolescence. Donc, vous voyez, il y a plusieurs effets qui ont été documentés, ce qui justifie amplement de s'intéresser à cette relation-là entre le père et sa jeune fille. En contexte migratoire, ce qu'on sait, il y a eu quelques études au Québec, pas beaucoup. Dans le Canada anglais, il y en a eu aux États-Unis aussi beaucoup, même si le contexte n'est pas le même, on peut quand même apprendre de ces études-là. Donc, ces études-là mettent en lumière que, bien évidemment, l'immigration, je ne vous apprendrai rien, c'est une transition qui est importante tant au niveau individuel qu'au niveau familial. Donc, c'est déstabilisant, ça demande de retrouver les repères autant pour fonctionner au niveau individuel, donc l'identité de chacun, au niveau de la famille, puis au niveau de la société ou de la communauté un peu plus large. Pour arriver à cette transition-là ou à fonctionner dans ce nouvel environnement-là, les familles vont devoir transformer certaines dimensions de leur fonctionnement. Donc, souvent, ça va passer par une redéfinition des rôles, des responsabilités et puis des liens. Donc, notamment, dépendant qui trouve un emploi le plus rapidement entre les deux parents, dépendant des caractéristiques du nouvel emploi qui va être trouvé. Donc, est-ce que c'est un emploi qui est exigeant, qui a des horaires qui est compatible avec celui des enfants? Est-ce que c'est au niveau de la rémunération de cet emploi-là aussi? Donc, tout ça va influencer les dynamiques familiales. Puis, on observe que justement, ça amène une certaine redéfinition des liens en fonction de qui est plus disponible, qui est plus à la maison entre les deux parents. Le rôle paternel, c'est un rôle que ça a été documenté, qui est un rôle très construit culturellement. Donc, il a varié beaucoup à travers autant les époques. Puis encore aujourd'hui, quand on regarde dans les différentes cultures, le rôle paternel prend différentes formes. Il va varier davantage que le rôle maternel, dont les composantes sont un peu plus similaires à travers les différentes cultures. Donc, en arrivant dans un nouveau contexte culturel, le père doit un peu redéfinir cet engagement-là puis décider justement dans quelle dimension il va choisir de s'impliquer suite à l'immigration. Donc, qu'est-ce qu'il va participer aux soins, à l'éducation, aux jeux, à l'encadrement. Donc, dans les 8 dimensions que je vous ai présentées tantôt, le papa va vraiment devoir un peu réorganiser ses priorités puis décider de qu'est-ce qu'il va faire, quel rôle il va se créer suite à l'immigration. Les études ont mis en lumière que, suite à l'immigration, justement, les pères vont se rapprocher de leur enfant. Donc, ces études-là, puis les pères, évidemment, qui y ont participé, ils expliquent ce rapprochement-là en disant que, dans le fond, le fait que leur famille élargie ne soit pas présente, ça les invite ou ça met une pression sur eux à assumer davantage de tâches ou de rôles dans la vie de leur enfant, comme ils ne peuvent pas compter sur les grands-parents pour avoir de l'aide ou sur les autres femmes de la famille. Ils vont aussi mentionner les attentes de la société d'accueil. Donc, au Québec, on a une culture de l'engagement paternel assez développée. On a des politiques. C'est inscrit maintenant dans différents programmes, entre autres dans la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, il y a des attentes sociales de ce côté-là. Ils vont aussi mentionner que pour plusieurs, l'immigration, ça constitue un nouveau départ et qui sont motivés à justement faire les choses différemment pour s'intégrer à leur nouveau pays. Puis finalement, plusieurs aussi vont dire qu'ils ont plus de temps, que ce soit en raison de la difficulté à trouver un emploi au début, au retour aux études. Donc, ce temps-là aussi les rend plus disponibles, ce qui fait qu'ils vont eux-mêmes se qualifier comme étant plus engagés ou se sentir plus proches de leur enfant suite à l'immigration. Puis, il y a d'autres études qui arrivent avec un résultat complètement contraire, où les pères vont davantage parler de comment les difficultés qu'ils vivent au niveau de leur insertion socio-professionnelle, donc le fait qu'on ne reconnaît pas leur diplôme, que c'est difficile de trouver un emploi, que finalement, quand on finit par trouver un emploi, c'est souvent un emploi peu rémunéré avec des conditions pas très avantageuses, alors qu'ils ont une grande responsabilité financière
qui est lié autant à installer la famille dans le nouveau pays qu'au soutien qu'ils continuent à offrir à leurs parents ou leur famille élargie qui est restée dans leur pays d'origine. Certains vont parler aussi des tensions entre les valeurs culturelles, donc celles qu'ils portent et celles auxquelles ils sont exposés dans leur nouvelle société. Donc, tout ça génère un stress qui est important. Puis pour certains pères, ce stress-là va vraiment limiter leur disponibilité pour leur enfant. Puis ils vont plutôt constater qu'ils se sont éloignés de leur enfant suite à l'immigration. Donc, moi, je suis partie de ce constat-là. Puis, ça, je vais le passer parce que je suis partie de ce constat-là pour l'étude d'immigrants en famille, dans le fond, du fait que cette contradiction-là dans la littérature, elle existe auprès des pères. Donc, c'est les pères eux-mêmes qui ont rapporté ça, mais qu'on n'avait jamais questionné les enfants pour savoir comment eux évaluaient ou appréciaient la présence de leur père auprès d'eux au cours de la transition migratoire. Donc, j'ai réalisé une étude qui visait justement à documenter et analyser les représentations qu'ont les enfants immigrants de leurs relations familiales en général et très spécifiquement de l'engagement de leur père auprès d'eux au cours de la transition migratoire. Donc, je vais vous présenter une partie des résultats de cette étude-là ce soir. Donc, l'étude des migrants en famille, on a utilisé l'approche centrée sur l'enfant comme cadre théorique. Donc, cette approche-là, ça reconnaît l'enfant vraiment en tant qu'expert de son expérience. Donc, on ne va pas chercher à ce que l'enfant cadre dans la manière qu'on a, nous, de concevoir les choses comme adultes, mais au contraire, on va s'intéresser au point de vue de l'enfant et vraiment dans tout son aspect enfantin qu'il peut avoir, c'est ça qu'on veut chercher. Puis pour y arriver, on va développer des processus de recherche qui sont adaptés pour que les enfants puissent vraiment s'exprimer. Donc, on a rencontré des enfants âgés entre 6 et 12 ans. C'était les critères pour participer au projet. Ils devaient en plus avoir émigré depuis moins de 3 ans parce qu'on voulait qu'ils se rappellent de c'était comment dans leur pays pour être en mesure de comparer avec maintenant. Puis, ils devaient avoir une maîtrise du français suffisante pour participer à un entretien. Donc, c'était une discussion qu'on faisait avec eux. Oui. On a rencontré 43 enfants. Ils étaient originaires de 17 pays différents. Puis avec eux, on a fait des cartographies circulaires, puis on a fait un entretien semi-dirigé. La cartographie circulaire, vous la voyez apparaître, dans le fond, c'est une activité participative pour soutenir un peu le récit des enfants, où ce qu'on leur disait, on écrivait le nom au milieu de la carte, où c'est écrit moi, on écrivait le nom de l'enfant. Puis on lui demandait de nous raconter c'était comment, par exemple, quand il habitait en Algérie. Puis l'enfant racontait un peu, bien, j'avais une grande maison, il y avait un super manguier dans ma cour, puis j'habitais avec ma grand-maman. Parfait. Donc, à ce moment-là, quand tu habitais dans cette grande maison-là en Algérie, c'était qui les personnes importantes dans ta vie? Puis là, l'enfant devait indiquer les personnes dans sa famille, ses amis et les autres personnes et les classer selon un rapport de proximité. Donc, dans le premier cercle qui est plus pâle, il indique les personnes qu'il aime beaucoup. Dans le deuxième cercle, les personnes qu'il aime. Et dans le troisième, les personnes qui l'aiment un peu. Donc, sous forme de cible, les personnes étant les plus proches, étant les plus proches aussi en termes d'intimité relationnelle. Et puis après ça, on faisait la carte aujourd'hui, maintenant, qui sont les personnes importantes de ta vie. Et après ça, on comparait avec l'enfant les deux cartes et on lui posait des questions sur les personnes qu'il avait déplacées. Puis on a mis l'enfant un peu à faire des constats, par exemple, se rendre compte qu'il y avait beaucoup plus d'amis au Québec que ce qu'il y avait dans son pays. Ou l'inverse, ou que sa maman était dans J'aime beaucoup dans son pays, mais que maintenant elle est rendue dans J'aime. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il l'a déplacé comme ça? Ce qui nous a permis un peu de saisir comment les enfants comprenaient les modifications de leur relation familiale. Je vais vous présenter une toute petite vidéo, donc, qui est vraiment les résultats du projet qu'on a utilisé, entre autres, pour remercier les familles qui avaient participé à l'étude, où l'enfant explique qu'est-ce qui est important chez son père, puis après ça, je vais vous présenter spécifiquement les résultats auprès des jeunes filles. Bonjour. Hello. Molo Abshin. Lela. Sambona. Hello. Luchan. Hola. Voilà quelque temps, nous avons eu la chance de t'écouter raconter ton histoire. Une histoire qui parlait de comment toi et ta famille avez changé de pays.
Au total, 43 grands voyageurs comme toi ont accepté eux aussi de nous raconter leur histoire. Des histoires qui parlaient aussi des papas. On aimerait que les papas soient là pour toujours, mais c'est pas toujours possible. Il arrive qu'on n'ait jamais connu son papa, qu'il soit parti, ou qu'on le voit moins souvent, ou en tout cas pas comme avant. Être papa, c'est le travail le plus important du monde, mais en même temps, c'est pas toujours facile. Les papas ont parfois besoin d'un petit coup de pouce, comme toi, quand tu as appris le français. Et si toi, tu devenais leur professeur pour quelques instants? Car toi, avec tout ce que tu nous as partagé, tu peux apprendre aux papas qui changent de pays avec leur famille comment être les plus meilleurs papas du monde. Papa, je te l'ai peut-être jamais dit, mais sais-tu combien tu es important pour moi depuis que je suis tout petit? Depuis toujours. Même quand tu travailles beaucoup et fort, tu prends le temps de jouer avec moi, de me chatouiller et de me faire rire avec tes blagues. J'aime aussi quand tu m'écoutes et que tu me donnes des conseils. Quand on a changé de pays, j'ai eu besoin de toi. Et une chance que tu étais là. Tu as tellement fait pour nous. Dès qu'on est arrivé, comme un vrai chef, tu as pris les choses en main. Presque tout de suite, tu t'es assuré qu'on avait tout ce qu'il nous fallait. Le matériel pour l'école, les meubles pour la maison, même Vidéotron. Sans oublier le truc là, pour enlever la neige. Une fois installés, comme des vrais explorateurs, on est partis à la découverte de notre ville, du Québec et même du Canada. On a trouvé des parcs, une église, c'était pas la bonne. On a continué à chercher d'autres églises, on a trouvé des magasins, beaucoup de magasins. On s'est même rendu jusqu'aux grosses chutes. Ça en fait des choses à faire. Et c'est pas tout. Tu es toujours là pour m'encourager avec mon école. Tu viens me porter le matin. Tu m'aides avec mes devoirs. Tu prends même ton téléphone quand on ne comprend pas les mots. Papa, une chance que tu es là. Toutes ces choses-là, tu les as faites pour moi, pour ma sœur, pour mon frère et aussi pour maman. Tu as fait tout ça pour qu'on soit mieux, qu'on grandisse bien et qu'on puisse être en sécurité et avoir une meilleure vie. Je sais au fond de mon cœur que tu fais tout ça parce que tu nous aimes. Je le sais parce que tu me l'as dit, tu prends soin de moi. Je me sens bien quand tu es là. Puis des fois aussi, tu m'achètes des choses. Je sais que tu fais tout ce que tu peux pour que je sois bien. Il n'y a peut-être pas de papa parfait, mais toi, tu es parfait pour moi. Pour tout et plus encore, je te dis merci du fond du cœur. À notre tour de te dire merci du fond de notre cœur d'avoir partagé ton histoire. Tu as été un excellent professeur pour les papas et pour nous. À nous tous, on a construit les connaissances sur l'importance de la présence des papas dans cette grande aventure qu'est changer de pays. Donc, je trouve ça intéressant de vous présenter cette petite vidéo-là parce qu'à mon point de vue, elle représente exactement toutes les nuances de ce que nous ont raconté les enfants par rapport à leur père. Là, je vais vous présenter spécifiquement ce qu'ils ont répondu à 2 questions. En fait, ce que les jeunes filles ont répondu à 2 questions. Donc, ce qu'on a utilisé pour saisir les représentations qu'ont les enfants du rôle paternel sans les mettre en conflit de loyauté. Donc, on ne voulait surtout pas que les enfants se retrouvent positionnés à devoir se prononcer si leur papa était le meilleur papa ou non. On a utilisé cette question-là qui a très bien marché. Donc, on leur dit la semaine dernière, j'ai rencontré Youssef, puis il m'a dit qu'il y a le meilleur papa au monde. Est-ce que tu es capable de deviner pourquoi son papa, c'est le meilleur? Puis là, après, selon ce que nous répondait l'enfant, les qualités ou les caractéristiques qu'elle a nommées, bien, on allait plus loin en posant la question, mais pourquoi c'est important, par exemple, qu'un papa ça soit fort, qu'un papa soit costaud. Puis c'est comme ça qu'on a pu avoir un peu plus le point de vue des enfants. Donc, on a rencontré 24 jeunes filles. Elles étaient âgées en moyenne de 9 ans et demi. Ça variait entre 6 et 14 ans. Puis, elles étaient originaires du Maghreb pour 17 d'entre elles. 29 venaient d'Afrique, 12 du Moyen-Orient, 25 de l'Europe, surtout l'Europe de l'Est, là, Roumanie, Moldavie, Ukraine.
puis 17 venaient d'Amérique latine. Elles étaient immigrées depuis 2,5 ans en moyenne, puis elles grandissent dans des familles nombreuses. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner, puisque c'est quand même quelque chose qui les distingue. Donc, 75 d'entre elles grandissent dans des fratries de 4 enfants ou plus. Donc, à cette fameuse question-là de c'est quoi le père idéal quand on change de pays avec sa famille, il y a 4 dimensions qui ressortent vraiment de façon importante dans le discours des jeunes filles. Donc, le papa idéal, il aime sa famille, il protège sa famille, il va soutenir puis il va encadrer ses enfants, puis il va vraiment instiller le plaisir dans la famille. Donc, j'ai gardé les verbatim le plus tel quel possible. Donc, vous allez voir, c'est vraiment la formulation qu'ont utilisé les enfants. Des fois, les phrases sont un peu structurées étrangement. Puis, évidemment, par contre, c'est des noms fictifs, là, par souci de confidentialité, évidemment. Ce n'est pas les vrais noms. Donc, le papa qui aime sa famille, dans le fond, il démontre son amour de plusieurs façons. La première chose, c'est qu'il va dire à ses enfants qu'il les aime. Donc, c'est quelque chose qui ressort de manière très importante. Les enfants vont dire, le meilleur papa, il nous aime, c'est sûr, il aime la mère, il aime tout le monde. Il va aussi dire à ses enfants qu'il les aime, ou il peut aussi le démontrer. Donc, il est là pour toi, il t'aime, il te le démontre qu'il t'aime en faisant des choses, par exemple, en t'achetant des choses, que Basma explique. Le papa idéal va aussi montrer son amour en étant disponible et présent dans le quotidien de l'enfant. Donc, c'est aussi une dimension qui ressort au-delà de le dire, il faut démontrer d'une manière prévisible et constante dans leur vie cet amour-là. Donc, Ina va dire, il explique à ses enfants, il cherche à les comprendre, il est toujours à l'écoute, il est toujours auprès des membres de sa famille. Puis, il doit consacrer du temps à sa famille, puis il ne doit pas toujours travailler. Puis, finalement, la dernière manière de démontrer, ou la dernière caractéristique de cet amour-là, selon les enfants, c'est que parfois, il achète des cadeaux, papa. Donc, il va acheter des choses de fun, que ce soit de la nourriture, que ce soit des petites surprises, des cadeaux. La deuxième dimension qui est nommée, c'est la protection. Donc, ça, c'est intéressant parce que dans les études qui sont faites auprès des enfants non immigrants, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment identifié, qui ne ressort pas, alors que ça ressort de façon assez importante. Chez les enfants immigrants, on peut faire l'hypothèse que ça découle justement de la transition ou des bouleversements qu'ils ont vécus récemment. Donc, la protection, ça peut être contre les dangers. Donc, à ce moment-là, les enfants, surtout les plus jeunes, vont parler du papa qui est fort, qui est costaud, qui est rapide aussi, pour les protéger. Ou ça peut être de protéger, comme justement d'aller chercher l'enfant à l'école, de ne pas le laisser être seul, de l'accompagner au parc pour ne pas qu'il se blesse. Le papa va aussi assurer un environnement qui est favorable au bien-être des enfants. Puis dans ça, les enfants vont rentrer tout ce qui est plus l'environnement physique. Donc, le fait d'avoir trouvé un logement, d'avoir le matériel pour l'école, d'avoir trouvé les bons meubles, c'est des choses qui vont rentrer justement dans la protection par l'environnement favorable. La nourriture aussi, donc le fait de servir des repas à heure régulière, s'assurer que tout le monde mange. Puis finalement, le papa il protège aussi sa famille en étant présent pour la vie. Donc, ça aussi, c'est une dimension que les jeunes filles ont beaucoup insisté dessus. Donc, le papa idéal, il va toujours être là. Peu importe ce qui arrive, il va toujours rester auprès d'elle, puis il ne va jamais les quitter. Le papa idéal va aussi soutenir puis encadrer ses enfants. Donc, ça prend la forme de différents types d'aides que le papa peut apporter. Donc, par exemple, il peut t'aider en t'encourageant, en faisant des choses spéciales pour toi. Surtout, il va t'aider pour réussir. Donc, plusieurs parlent de l'aide au devoir qui est apportée pour justement ou pour s'intégrer à leur nouvel environnement scolaire. Puis, ils vont aussi parler de la discipline. Donc, le papa idéal, il discipline, il met des règles, il s'assure que les règles sont respectées, mais par contre, d'une manière assez douce. Donc, Zélia va dire, il va donner des bons conseils pour l'avenir. Yéna, elle a dit, peut-être qu'il ne va pas chicaner, mais plus parler un peu, puis après, si l'enfant ne comprend pas, là, peut-être qu'il va le chicaner. Donc, il y a une certaine gradation. Puis, Elina dit, le papa idéal, il ne crie pas après ses enfants, puis il ne les frappe pas.
Puis finalement, la dernière caractéristique que les jeunes filles ont mentionnée, c'est le plaisir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ressort de manière importante. Le papa, c'est un partenaire pour avoir du plaisir au sein de la famille. Donc, ça peut être par les jeux puis les moments qui sont partagés. Donc, les chatouilles, le fait de chanter, jouer à la cache-cache, c'est beaucoup ressorti. Le fait d'écouter des films, d'aller jouer au parc, c'est des choses que les enfants ont mentionnées de manière importante. Puis, l'autre dimension, c'est l'humour. Donc, puis ça, c'est quelque chose qui ressort aussi à travers la littérature. Là. Comment est-ce que l'humour, ça peut renforcer la proximité dans la relation père-enfant, puis ça peut permettre de donner un sens à tout ce qui arrive qui est déstabilisant au cours de la transition migratoire. Donc, Katrina a dit, ben papa, ça fait des blagues parce que c'est un papa. Donc, ça fait partie de ses caractéristiques. Tania a dit, ben parce que quand il va aller le chercher à l'école, ça va être cool parce que ça se peut qu'il rit puis ils vont faire des blagues. Puis Zélia dit, ben, le papa idéal, il apporte la bonne humeur dans sa famille. Donc, je vais céder la parole à ma collègue pour la suite vers la transition vers l'adolescence. Merci, Madame Gervais. Donc, à vous, Madame Ibn Zahir. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous nous recevez? Oui? Oui. Oui, on vous entend, c'est bon. Bon, ça avait arrêté pendant un certain moment. OK, je vais partager mon écran. Oups, je vais juste mettre ça comme ça. C'est bon, vous voyez l'écran? Oui. OK. Oui, on voit très bien. Super. Je suis juste en train d'ajuster les écrans pour mieux. OK. Bien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup déjà au Centre culturel algérien pour cette invitation. Merci à vous d'être présentes et présents ce soir pour échanger avec nous sur le sujet. Alors, c'est ça. Merci Nesseline de m'avoir présenté. Donc, moi, je suis arrivée ici à l'âge de 14 ans. Et donc, j'ai grandi ici, je suis arrivée avec ma famille, et puis mon père, ma mère et mon frère. Et puis, donc, j'ai vécu vraiment tout le cocktail des défis migratoires qu'on connaît, qui sont documentés, etc. Donc, à travers tout ça et à travers tout mon cheminement professionnel, militant, académique, etc., j'ai décidé en 2017 justement de fonder l'Institut F, vraiment pour se pencher beaucoup plus et pour travailler de façon plus approfondie et plus constante sur les questions qui touchent le vivre ensemble en général, donc les questions qui touchent l'islamophobie, le racisme, donc la sensibilisation par rapport à ces questions-là, mais aussi des questions qui sont plus spécifiques pour les communautés musulmanes et donc qui ont rapport avec la situation des filles et des femmes dans les familles, les relations dans les familles musulmanes, etc. Donc, moi, c'est sûr, c'est comme l'identité un peu qui regroupe les personnes avec lesquelles on travaille. C'est l'identité, en fait, religieuse, spirituelle, l'identité musulmane. Mais dans le volet vivre ensemble, on travaille avec des personnes vraiment de toute confession, toute origine. Et donc, dans le cadre justement de l'Institut F, nous avons commencé un programme en 2020 qui s'appelle En famille en harmonie, qui est financé, qui finit ce mois de décembre, le projet, qui est financé par le secrétariat à la condition féminine. Et le but, c'était vraiment de travailler sur les questions de l'éducation justement des enfants dans les familles musulmanes pour essayer de mieux comprendre c'est quoi les besoins, puis aussi de sensibiliser ensuite les parents, les jeunes, etc., pour une éducation plus égalitaire, plus juste. Donc, c'est ça, c'est un sujet qui me touche vraiment personnellement, le sujet de ce soir. Puis, je vais en parler de temps en temps pendant ma présentation. Donc, moi, ce dont je vais parler de ce qu'on dit, en fait, les parents et les jeunes dans le projet qu'on a mené, donc En famille en harmonie. Comme j'ai dit, pour le moment, le financement a duré 2 ans, mais on va quand même continuer le projet les prochaines années. Puis, quand on a commencé le projet, on a voulu vraiment aller sonder les familles par rapport à leur compréhension des dynamiques dans les familles musulmanes ici au Québec.
Donc, on est allé interviewer des parents et des jeunes pour leur poser des questions sur comment ils voient les relations parents-enfants, les relations dans les couples, etc. Donc, je vais commencer par vous résumer un peu cette évaluation des besoins, puis ensuite, on va parler de quoi faire pour améliorer la relation. Donc, dans le cadre de ce que je vais dire, je vais porter une attention plus particulière sur pour la question des filles, parce que c'est sûr, on a interviewé des filles et des garçons, des adolescentes et des adolescents, et des mères et des pères. Donc, je vais pouvoir aussi vous parler un petit peu plus spécifiquement des filles. Donc, vous voyez bien mon PowerPoint, juste pour vérifier? OK, c'est super. Alors, c'est ça, comme l'évaluation qu'on a menée, le but, c'était de préciser davantage les besoins, comme j'ai dit, en lien avec les dynamiques familiales, mais aussi de cibler des thématiques pertinentes pour la création et le développement d'ateliers. Donc, on a fini avec, finalement, à développer 2 ateliers d'une série d'ateliers de 2 qui s'appelle « Ma famille sans clichés », puis qu'on a offert à 33 jeunes, à 45 adultes, dont 39 parents, puis aussi à 10 personnes qui interviennent dans les communautés musulmanes auprès des jeunes, auprès des parents, soit dans les centres communautaires musulmans, dans les mosquées, dans les associations musulmanes ou à titre individuel comme coach en relation d'aide, intervenante, etc. Donc, dans l'évaluation que nous avons menée, c'est sûr qu'il va y avoir des points qui vont se recouper avec ce que Christine a dit, parce que, bon, en fait, on a sondé aussi la plupart des personnes que nous avons, avec lesquelles nous sommes entretenus, sont d'origine maghrébine, mais il y a aussi des personnes d'origine mixte, par exemple, un des 2 parents, souvent la mère est d'origine, par exemple, québécoise, d'origine canadienne-française, et le père est d'origine soit maghrébine, soit moyen-orientale, soit en fait Afrique subsaharienne. Alors, c'est une méthode qualitative qu'on a plutôt choisie dans le sens qu'on ne finit pas cette étude avec des statistiques, mais on est allé plus chercher comme des réponses à travers des groupes de discussion, donc 7 groupes de discussion, 6 entrevues individuelles. En tout, il y avait 75 personnes interrogées. Donc, il y avait 51 adolescentes et adolescents. Puis, il y avait 15 mères, il y avait 3 pères, puis 6 intervenantes et intervenants musulmans. Comme j'ai expliqué, en fait, le sens qu'on donne à intervenants dans le cadre de cette étude, c'est vraiment des personnes qui sont engagées avec des parents et des jeunes dans les communautés musulmanes. Et c'est sûr, les pères, on a eu beaucoup de difficultés à les rejoindre, à avoir, en fait, des pères qui répondent à notre étude, malheureusement. C'est une des limites, justement, de notre étude. Premièrement, en fait, je cite les limites rapidement, c'est que le financement est limité dans le sens que le financement était pour nous pour faire le projet en tant que tel en termes de développement d'ateliers et tout. Nous, on a choisi de faire cette étude-là au début pour vraiment aller chercher plus spécifiquement ce que pensent les gens, ce que pensent les familles, pour après ça utiliser ça dans les ateliers puis répondre un peu plus aux besoins et aux questions qui sont soulevées. Donc, ce n'était pas prévu de faire une étude d'envergure. Donc, c'est sûr que ça ne nous a pas permis de faire vraiment une étude comme on l'aurait fait dans un cadre, par exemple, de recherche académique ou autre. Le contexte de la COVID a beaucoup joué aussi pour mobiliser les gens, pour les entrevues, pour tenir vraiment les groupes de discussion, en tout cas de façon, efficace. Donc, ça a beaucoup joué. Et puis, ça a joué aussi sur le fait que les personnes qu'on a interviewées, c'est sûr que ce sont des personnes qui fréquentent des centres communautaires musulmans, que ce soit des associations, des activités d'associations, de mosquées, de centres communautaires en général. Donc, c'est clair que c'est une limite dans le sens qu'on n'est pas allé chercher des personnes qui n'ont pas de lien avec des centres communautaires musulmans et donc qui sont dans peut-être qui ont une autre perspective ou une autre perception des rapports dans les familles, etc. Donc, c'est quand même on est allé quand même chercher une population parce que c'était la plus facile à rejoindre dans le contexte de la COVID à travers les partenariats qu'on a fait. Donc, on est allé chercher des personnes qui ont quand même une certaine pratique dans le sens pratique dû à certaines fréquentations ou une certaine pratique de fréquentation plutôt des espaces musulmans, en fait, ou des structures, des institutions musulmanes. Et l'autre limite, comme j'ai dit, c'est le nombre des pères. Donc, on a seulement eu 3 pères dans cette étude. Donc, ça peut aussi avoir influencé un petit peu le type de discours ou le type de propos. Mais sincèrement, connaissant aussi beaucoup de membres des communautés ici maghrébines, etc., ce qui est ressorti de l'étude reflète pas mal ce que d'autres, même ceux qui ne fréquentent pas les centres communautaires musulmans, etc., même les pères qu'on n'a pas pu interviewer, pensent aussi ou ont aussi comme perception par rapport aux difficultés, en fait, qui sont ressorties. Donc, les résultats en général qui sont sortis, c'est vraiment autant pour les parents que pour les adolescentes et adolescents,
les deux groupes sont dans une recherche vraiment assoiffée d'équilibre, je dirais, dans leur vie. Et on va voir l'équilibre entre quoi? Parce que les deux groupes vivent beaucoup de tensions qui sont exacerbées par justement le contexte migratoire. On va commencer par voir un peu les idéaux des parents. Pour les parents, en fait, qu'on a interviewés, leur idéal de famille, c'est une famille qui a une identité musulmane assumée, dans le sens qu'elle ne subit pas de pression ni de la part des communautés musulmanes, ni de la part de la société. C'est une famille qui vit un certain équilibre dans l'éducation des enfants entre les pratiques des pays d'origine, celles de la société québécoise, de préserver les valeurs musulmanes tout en contribuant aussi à la société. Et puis, c'est une famille qui est soudée, dans le sens qu'elle maintient des liens étroits, il y a une cohésion, un respect, une communication ouverte. C'est ce qui est ressorti de la part des parents. Ensuite, on arrive aux défis. Et là, en fait, juste pour vous dire, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas pendant que je parle. Vous pouvez les écrire dans le chat. Et Nisrine, en fait, vous me direz s'il y a des questions. Donc, au niveau des défis de ce qui est ressorti de la part des parents, c'est... on les a représentés ici par des axes, donc l'axe de sentiment d'appartenance. Donc, pour les parents, ce qui était difficile, c'est comment préserver la famille tout en s'intégrant bien dans la société. Comment aussi, au niveau de l'orientation culturelle, comment inculquer aux enfants la culture du pays d'origine et la culture, en fait, québécoise sans qu'il y ait trop de déchirement, de tension. Et aussi par rapport aux limites d'action, ça, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. C'est comment équilibrer entre la protection des enfants et la permissivité. Ce qui est ressorti, en fait, et ici, j'ai mis le témoignage d'une mère. Les prénoms sont fictifs. Encore une fois, mais j'ai mis le témoignage d'une mère juste pour illustrer peut-être que c'est quelque chose qui vous parle à vous aussi, mais elle disait au début, c'est toujours difficile l'intégration, donc on fait tout pour réussir. Et parfois, on oublie les enfants. Pas qu'on l'oublie, mais on néglige. Puis quand on travaille, on a des postes et tous nos enfants nous rendent la balle, on se rend compte qu'ils commencent à changer de comportement, changer d'idée. Ce qui est ressorti beaucoup et dans l'étude, que ce soit de la part des filles, que ce soit même de la part des garçons, donc des adolescents, de la part des mères, ou même, en fait, un père, il avait dit ça, c'est que les parents exigent des standards de comportement beaucoup plus stricts pour leurs filles que pour leurs garçons. Parce qu'ils s'inquiètent davantage au sujet des dangers auxquels elles peuvent être exposées et qui peuvent porter atteinte à leur intégrité physique ou à leur réputation. J'ai mis entre guillemets réputation, c'est-à-dire c'était la perception en fait des parents. Un des pères, par exemple, qui a exprimé son anxiété quant à la sécurité de sa fille. Donc, il y a vraiment cette anxiété, cette peur-là par rapport à la sécurité, par rapport à la protection. Et c'est là que pour les filles, ça allait beaucoup plus du côté protection et pour les garçons, ça allait beaucoup plus du côté permissivité pour les adolescentes. Donc, ce qui est ressorti aussi, c'était que même quand les parents se disent sensibles aux tensions que vivent leurs enfants et qui sont générées par le fait de vivre entre deux cultures, il y a plusieurs qui ont affirmé quand même s'en remettre à des mesures éducatives beaucoup plus restrictives et principalement envers leurs filles. Donc, il y a vraiment une différence dans l'éducation où est-ce que les filles, en fait, subissent ou ont en fait une éducation beaucoup plus limitée, beaucoup plus restrictive, surprotectrice par rapport à l'éducation des garçons. C'est sûr qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Donc, c'est clair que pour les parents, pour les pères, arriver dans une culture différente, il y a une insécurité déjà qui se crée par rapport à ça. Il y a aussi l'expérience de jeunesse qui est différente. Donc, les parents, en fait, ils peuvent essayer de comprendre, justement, je pense que mais il disait que même si on essaie de comprendre comment vivent nos enfants, on n'arrive pas totalement à saisir tous les défis auxquels ils font face. Et donc, on dirait que c'est dans une perspective de mieux vaut prévenir que guérir. Donc, on restreint, on limite, puis on espère que ça va éviter, en fait, justement, les problèmes plus gros. Donc, c'est sûr, comme je disais, dans le contexte migratoire fait en sorte que, bon, c'est clair, on arrive dans une culture complètement différente. L'expérience de jeunesse que les parents ont vécue est très différente de ce que leurs enfants peuvent vivre ici. Et donc, là, déjà, il y a comme un certain décalage qui se crée. La structure sociale aussi est complètement différente. Le stress d'intégration socio-professionnelle aussi rajoute
une charge en fait mentale qui fait que pour les parents, pour les pères, qui avaient ce rôle de pourvoyeur souvent dans les pays d'origine, ben, c'est comme c'est un stress de plus que de savoir, OK, sa fille, où est-ce qu'elle va, sa fille avec qui elle se tient, etc. Donc, parfois, il y a comme ce choix-là de fermer plutôt les options plutôt que d'opter pour d'autres types de stratégies. Le stress financier, justement, qui est dû souvent à l'intégration socio-professionnelle, et le stress aussi dont on ne parle pas beaucoup, mais le stress des parents, des grands-parents, en fait, des parents des parents des parents, donc les grands-parents, laissés au pays d'origine. Je veux dire, puis ça, en fait, les familles que je connais ici le vivent quand ils ont des parents qui sont encore vivants dans le pays d'origine. C'est un stress vraiment supplémentaire. Ils tombent malades, ils sont malades, ils ne vont pas bien, il y a des décès, etc. Donc, ça rajoute vraiment dans la charge mentale des parents et des pères. Et ça fait que, dans le fond, la relation avec les enfants peut changer. Oui, donc les défis qu'on nommait les parents, communication, ils ont dit qu'il y a beaucoup de difficultés à communiquer avec leurs jeunes, avec leurs filles. Le manque de soutien aussi, dans le sens qu'il n'y a pas de... Quand ils arrivent ici, évidemment, ils arrivent souvent sans les grands-parents, donc ce qui fait qu'il n'y a pas un réseau social qui peut soutenir un peu pour s'occuper des enfants, pour faire garder les enfants, etc. Donc, il y a un manque de soutien. Il y a une confusion quant aux limites qu'on peut imposer aux enfants, comme j'ai dit. Comment permettre des choses sans donner trop de liberté ou comment restreindre sans étouffer l'enfant. Il y a un partage inéquitable des tâches dans les ménages. Ça, c'est un défi que les mères ont cité et qui change en fait les dynamiques dans les familles. Et l'incompréhension des défis vécus par les jeunes, comme j'en ai parlé, puis le manque d'outils pour un accompagnement parental bienveillant et adapté surtout à la culture ou à la spiritualité en fait des parents. Les autres problèmes, en fait, je ne les ai pas mis en gras parce qu'ils ne concernent pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y avait communication dans le couple et puis gestion des finances dans le couple. Donc, c'est les défis en fait dont les parents ont parlé et qui sont vécus dans les familles musulmanes ici. Les idéaux selon les jeunes. Donc, pour les jeunes, on a eu des belles surprises. Pour eux, en fait, ce qui est idéal pour eux, c'est d'avoir un équilibre entre les différentes attentes. Donc, l'attente des parents d'un côté, l'attente de la société de l'autre, l'attente des pères aussi, P-A-I-R-S, comme de leurs amis, en fait, de l'autre côté. Une saine communication. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont parlé du problème de communication qu'il y a dans la famille ou dans les familles. Et donc, pour eux, vraiment une famille idéale, c'est une famille qui a une saine communication et une famille qui a du temps de qualité. Et un des commentaires vraiment que j'aime beaucoup de cette étude qui a été donnée par un garçon, un adolescent, il dit « Les deux parents doivent passer du temps ensemble malgré qu'ils ont des enfants. Je pense que c'est bien pour eux de se changer les idées parce que quand tu tournes dans la même place, tu commences à en avoir un peu marre. » Dans le sens, en fait, que même les enfants, les jeunes qu'on a interviewés, jeunes filles ou jeunes garçons, ils avaient cette conscience-là que les relations dans la famille peuvent être influencées et comme influencées négativement par le fait que les parents ne passent pas du temps ensemble sans les enfants et donc ne développent pas leur relation de couple. Donc, c'était vraiment une preuve de maturité chez ces adolescents-là qu'on a interviewés. Les défis qui sont vécus par les jeunes, en fait, ça fait beaucoup écho à ce que les parents ont dit, c'est-à-dire qu'ici, dans l'Axe, par exemple, on voit que le défi identitaire, qu'est-ce que je fais qui appartient à la famille, qu'est-ce que je fais qui appartient à la société, le défi aussi au niveau de l'agentivité, c'est-à-dire leur pouvoir d'action, leur pouvoir de choisir, donc être contrôlé versus être en contrôle. De leurs actions, de leurs choix, etc. Et la surveillance versus la négligence, dans le sens qu'il y a des jeunes, par exemple, qui nous ont dit, ben, on connaît des adolescentes, parce que nous, en fait, les ados à qui on a parlé, on leur a dit, dès le début, vous n'êtes pas obligé de parler de votre expérience personnelle, vous pouvez parler de ce que vous voyez autour de vous. C'est une façon aussi de leur dire que s'ils veulent parler de leur propre expérience, mais en disant, je connais un ami, je connais une amie, qu'ils se sentent à l'aise avec ça, comme ça, ils ne sentent pas qu'ils se sentent moins jugés, puis ils se sentent, c'est ça, même si on leur a dit que ça allait être confidentiel, mais c'est ça. Donc, dans le fond, il y a par exemple des jeunes qui nous ont dit, ben, on connaît des familles où est-ce que vraiment les parents sont absents, sont vraiment très absents, il y a vraiment de la négligence. Donc là, les garçons, ils sortent comme avec des gangs de rue, etc. Donc, ils se ramassent. Et de l'autre côté, il y avait des filles, puis aussi des garçons, des adolescents qui nous ont parlé de l'hypersurveillance des filles.
Donc, en gros, en fait, ce qui revenait beaucoup, c'était, puis comme cette intervenante-là disait justement, il y a beaucoup plus d'exigences sur la conduite des filles. Du coup, il y a beaucoup plus de révolte parce que les filles ont grandi ici, elles trouvent que c'est totalement injuste. Ce qui est ressorti de la part des filles, puis même des adolescents, c'est qu'il y a, comme j'ai dit, trop de pression en lien avec le corps des filles. Donc, toute la question de la peur qu'il y a ou la question qu'il y a autour du respect de la virginité, mais qui est imposée seulement aux filles. Donc, les filles le ressentent dans les familles, qu'il y a cette peur-là de la perte de la virginité. Et donc, par rapport à leur corps, la façon qu'elles s'habillent, la façon, en fait, qu'elles se tiennent, qu'elles se comportent, etc. Et que c'est imposé vraiment principalement aux filles dans les familles, en tout cas chez les jeunes qu'on a interviewés, c'est ça leur perception. Aussi, les filles ont beaucoup de pression par rapport à leurs interactions sociales, avec qui elles se tiennent, qui sont leurs amis, etc. Les tâches domestiques, donc ce qu'elles disaient, puis même les garçons les disaient, ben, on nous demande beaucoup plus de choses que à nos frères, etc. On nous demande de servir parfois aussi nos frères, etc. Donc, il y avait une question comme ça. En fait, plutôt des enjeux comme ça. Et puis, les activités. Quelles activités les filles font? Donc, ça, c'est ressorti aussi qu'il y a beaucoup de pression sur le type d'activité que les filles vont avoir. J'aimerais vous... en fait, l'autre chose aussi, avant de passer à la vidéo, l'autre chose qui est ressortie, mais ça revient un peu à ça aussi, c'est que la marge d'erreur est plus petite pour les filles. C'est-à-dire que ce qui était ressorti, c'est que les garçons avaient, entre guillemets, plus le droit de se tromper dans leurs interactions, dans la société, etc., que les filles. Puis il y a beaucoup de choses de ce que j'ai dit qui sont, on s'entend, sont communs à toute la société. Ce n'est pas juste dans les communautés musulmanes, ce n'est pas juste dans les communautés maghrébines, familles maghrébines, c'est vraiment commun à toute la société. Mais ça reste, bon, nous, on a ciblé quand même cette communauté. Mais ça fait écho un peu à ce qu'on trouve aussi. Donc, la marge d'erreur est plus petite pour les filles dans le sens que les filles disent, ben, tu sais, ça, mettons, si on se fâche, ben, on va se faire comme réprimander beaucoup plus que si les garçons se fâchent. Puis ça, c'est quelque chose qui revient même dans les écoles, etc., de façon générale, comme j'ai dit, dans la société. Mais si elles font une erreur, en tout cas, on leur reproche beaucoup plus qu'on reprocherait aux garçons. Il y a aussi la question de violence familiale qui est ressortie. Donc, la violence envers les filles, qui provoquent donc soit des fugues, soit des signalements à la DPJ, soit des ruptures dans les familles, dans le sens que des filles, par exemple, à l'âge de 18 ans, si elles subissent de la violence de la part de leur père, par exemple, elles ne sont plus éligibles, évidemment, pour la DPJ, donc elles vont dans un foyer de femmes vivant des situations de violence. Et ça, j'ai eu moi-même, en fait, à dealer avec une situation où est-ce qu'il y a une mère qui m'a appelé à un moment donné, qui m'a été référée, puis qui m'a raconté justement que la famille est complètement en rupture avec leur fille parce que justement, la fille s'est rébellée parce que, elle trouvait que la façon qu'elle était traitée par rapport à ses frères ou à son frère était injuste, etc., etc. Donc, elle s'est rébellée contre tout, contre la famille, contre la religion. Elle a renié sa religion, elle a renié la culture et tout. Elle a quitté, puis elle a quitté, en fait, à un moment donné, même vers une maison de femmes vivant en situation de violence parce qu'elle avait justement 18 ans. Donc, ça, c'est une situation qui revient. Donc, puis on le voit aussi parfois, malheureusement, dans les nouvelles, les fugues aussi, qui reviennent à cause d'une pression vraiment accrue sur les filles, puis à cause aussi parfois de violence. Quand je parle de violence, il y a de la violence physique, mais il y a aussi de la violence psychologique qui peut y avoir. Donc, la manipulation, le dénigrement, la pression, en fait, augmenter, tout ça compte aussi comme violence. Donc, je vais vous montrer une vidéo qu'on a conçue à l'Institut F et qui fait vraiment écho à ce que les jeunes, en fait, nous ont dit, puis à ce que les familles ont dit. Je vais voir si on va arriver à partager. OK. Est-ce que vous voyez... Est-ce que vous voyez la page de YouTube? Oui, on le voit. Je vais faire ça comme ça. Vous me direz, est-ce que vous entendez le son? Je vais juste essayer. Vous entendez le son? Oui, c'est bon, Asma. Merci.
OK. Donc, en fait, cette petite vidéo-là, on l'a faite, puis comme j'ai dit, ça fait vraiment beaucoup écho à ce qu'on a entendu dans les familles. Donc, la façon que les filles et les garçons sont élevés dans les familles qu'on a interviewées provoque après ça des problèmes beaucoup plus graves, on va dire, dans l'âge adulte quand ces gens, en fait, ces jeunes-là se retrouvent à un moment donné dans leur couple, etc. Et donc, en fait, c'est une vidéo aussi qui tourne autour des stéréotypes. Et en fait, ça tourne autour aussi du sujet qui est traité dans les ateliers qu'on donne, les ateliers Ma famille sans cliché. C'est ça ce qui est en fait, ce qui est difficile aussi avec cette question-là, en fait, de ce que les jeunes nous disaient, c'est clair qu'il y a une méconnaissance parfois de la part des parents, de la part des pères ou des lois et des enjeux locaux. Par exemple, jusqu'à quel point, en fait, les parents, en fait, qui viennent d'arriver ou savent que, justement, qu'il y a vraiment un phénomène de fugue chez les jeunes filles, beaucoup d'origine maghrébine, beaucoup aussi de cas de jeunes, en fait, de jeunes maghrébines, en fait, où est-ce qu'il y a des signalements de la DPJ. Donc, il y a ces enjeux-là ici que par rapport à la violence, que la violence est interdite, etc., etc. Donc, ça fait qu'à un moment donné, il y a peut-être une incompréhension de ce contexte-là et ce qui fait que ça fait juste comme exacerber les problématiques et les tensions dans les familles. Donc, en gros, en fait, ce que je trouve, la tension qu'il y a, si on résume ça, c'est vraiment une tension entre on va dire, deux valeurs ou deux attitudes. C'est l'empathie versus la confiance, autant de la part des filles envers les pères, des pères envers les filles. Puis ça, je veux dire, j'en parle, puis je veux dire, j'ai quelque chose, comme j'ai dit, que j'ai expérimenté moi-même, dans le sens que je suis arrivée ici, j'avais 14 ans, donc c'est sûr, c'est l'adolescence, contexte complètement différent. Il n'y avait pas les réseaux sociaux dans le temps. Moi, c'était en 94. Donc, ce qui fait que tous mes liens avec mes amis d'un pays d'origine sont tous coupés. Donc, c'est vraiment dans un nouvel environnement. Et puis, mon père, cas classique, qui était diplômé en Europe, etc., qui avait comme sa propre entreprise au Maroc, etc., ben, il est arrivé ici, pas d'emploi pendant plusieurs années, à essayer d'intégrer le marché du travail, etc. Donc, c'est clair, il vivait son stress. Moi, je vivais mon stress aussi de décalage qu'il y a entre ce qu'il y avait dans la maison puis ce qu'il y avait à l'extérieur. Puis ça, j'en parle justement dans mon livre, qu'à un moment donné, on s'en devient vraiment comme avec une schizophrénie qui fait que il y a la famille et il y a l'extérieur, l'école, les amis, le sport, etc., quand on fait du sport. Donc, ce qui fait qu'on vit vraiment avec deux personnalités, on dirait. Puis c'est surtout quand, dans la famille, par exemple, il n'y a pas cette tentative-là de rapprocher les deux mondes, justement, puis de parler justement de l'extérieur comme étant, en fait, de trouver des points communs entre les valeurs familiales puis les valeurs de l'extérieur. Bien, là, en fait, l'enfant ou le jeune vit vraiment avec une dichotomie dans sa tête entre ces deux univers-là.
Et puis, en fait, ça fait que chacun dans la famille a géré son propre stress. Donc, tu as le père qui essaie de gérer son stress justement d'intégration socio-professionnelle, etc. Puis, dans mon cas, comme j'ai dit, mon père, c'est à un moment donné, il a perdu son père, donc mon grand-père, perdu à distance. Il n'a pas pu rentrer au pays pour le voir et tout. Donc, il y avait son propre stress. Mais on dirait que quand on est jeune, quand on est adolescente et tout, on est tellement on est égocentrique déjà, tu sais. Puis on est aussi dans notre propre stress, donc on manque beaucoup d'empathie aussi envers les parents. Et donc, quand je parle d'empathie et confiance, c'est les filles envers les pères, par exemple, de reconnaître la difficulté que peut avoir un père à devoir gérer sa situation professionnelle et familiale. Et la confiance, de l'autre côté, c'est vraiment aussi comment faire progressivement confiance au père quant à sa réaction face à certaines actions qu'on peut faire comme fille ou que les filles peuvent faire. Je m'explique, par exemple, si la fille est habituée à ce que son père, quand elle fait quelque chose, quand elle se trompe, il y a une overréaction ou une réaction de réprimande, c'est sûr qu'à un moment donné, le lien de confiance est rompu. Puis, les filles vont avoir de la difficulté à se confier, vont avoir de la difficulté déjà à dire ce qu'elles ont vraiment fait ou ce qu'elles font ou ce qu'elles aiment, etc., à leurs parents ou à leur père. Donc, ça prend du temps, en fait, pour regagner cette confiance-là. Une des choses qui était ressortie dans l'étude, c'était que, et qui justement qui contribue à cette rupture-là de lien de confiance, c'est quand les parents ou quand les pères rapportent ce que leur enfant leur dit à leurs amis ou à la famille. Par exemple, au téléphone, la famille au pays d'origine, etc. Donc, t'as pas vu ma fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. En fait, ça fait que les enfants ou les filles, en fait, c'est ressorti de la part des filles qu'on a interviewées, ça rompt vraiment le lien de confiance. Elles ne se confient plus à leurs parents. Donc, ça, c'est vraiment quand je parle de l'empathie et la confiance, comment les filles doivent développer de l'empathie et de la confiance progressivement envers leur père. De l'autre côté aussi, c'est de reconnaître de la part du père, reconnaître la difficulté que la fille peut avoir à essayer de naviguer entre deux eaux qui sont parfois représentées vraiment comme étant complètement contradictoires, alors qu'il peut y avoir beaucoup de points communs, mais ce travail-là de mise en commun, en fait, ou de convergence entre ces deux univers-là n'est pas fait parfois dans les familles et n'est pas fait nécessairement à l'extérieur non plus, ce qui fait que les enfants vivent vraiment, comme j'ai dit, cette espèce de schizophrénie. Puis aussi, les pères, par rapport aux enfants, c'est de faire confiance aussi aux filles progressivement, faire confiance à leur capacité à gérer certaines situations, à utiliser leur propre jugement. Et aussi, et c'est une autre façon aussi de faire confiance à l'éducation aussi qu'on donne à nos filles, finalement. Je vais enchaîner, Christine, je vais enchaîner avec les ingrédients, justement, les stratégies. Comme ça, après ça, tu peux continuer. Alors, il y a, en fait, pour les stratégies un peu, c'est sûr, c'est ça comme, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas intervenante psychosociale, c'est comme je disais vraiment à travers l'analyse qu'on a fait, en fait, dans l'étude et aussi l'analyse que j'ai pu faire à travers toutes ces années, en fait, de fréquentation, justement, et d'implication dans les communautés musulmanes. Donc, les ingrédients, je dirais, essentiels vraiment à une relation saine père-fille. D'abord, comme j'ai dit, l'empathie puis la confiance. La question du respect. Malheureusement, on entend en fait parfois dans les pays d'origine ou il y a souvent ce discours que le respect est ascendant, en fait, est vers le haut et non vers le bas aussi. C'est-à-dire le respect est vers les personnes plus vieilles, les parents, les grands-parents, etc. Mais le respect est aussi descendant, c'est-à-dire que le respect est aussi des parents envers les enfants. Et l'exemple que j'ai cité tout à l'heure de la fille qui nous a dit, dans le groupe Focus, tu sais, comme on ne parle pas vraiment à nos parents de nos problèmes parce qu'après ça, ils prennent le téléphone puis là, ils parlent à leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, etc., de ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est déjà une preuve, en fait, d'un déficit au niveau du respect qu'il y a envers l'enfant et envers la parole et la vie privée de l'enfant. L'autre point, qui est vraiment un des ingrédients essentiels, je dirais, c'est vraiment l'humilité. Personne n'est parfait, tout le monde a vécu. Bon, en fait, moi, personnellement, je suis de celles et ceux qui pensent que tout le monde, sans exception, devrait consulter un psychologue ou une psychologue. Parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que tout le monde a dû vivre un jour ou un autre quelque chose dans son enfance
que ce soit un propos, un geste, etc., un comportement, que ce soit de la part de ses parents, de la part de ses amis, de la part d'inconnus, etc., qui a dû influencer sa personnalité ou son caractère. Et donc, peut-être que ça a développé des complexes, des troubles de personnalité, des troubles de comportement, de santé mentale, etc., qui peuvent être très difficiles à vivre là, comme avec d'autres personnes. Donc, ce qui fait que d'avoir déjà l'humilité de reconnaître qu'on a du travail à faire sur nous-mêmes en tant que parents. Par exemple, je pense à un exemple où il y a des personnes parfois qui me parlent de problèmes qu'ils ont avec leur enfant, avec leur jeune, pas enfant, mais vraiment plus jeune, adolescente ou plus vieux. Mais sincèrement, j'écoute cette personne et je me dis, mon Dieu, mais moi, je ne serais pas capable de vivre avec cette personne. En fait, quand la personne parle, puis de son discours, de comment elle juge, comment elle... Tu sais, je me dis, déjà, cette personne, elle a besoin déjà de faire l'introspection, puis de, entre guillemets, réfléchir à comment elle peut s'améliorer comme personne, comment elle peut travailler sur elle-même. Et puis après ça, peut-être, ça va aider justement à améliorer la personne avec la relation avec les enfants et les jeunes. Donc, il y a vraiment, c'est de là que je parle d'humilité, c'est de reconnaître déjà, qu'on n'est pas infaillible comme parent, comme père. Reconnaître aussi à l'enfant, en fait, dire à l'enfant ou à la fille qu'il se peut que comme père, on fasse des erreurs et oser demander pardon à l'enfant de si je me suis trompée envers toi ou si je me trompe envers toi, bien, je te demande pardon, j'essaye de faire de mon mieux. Et ça, juste ça, ça renforce beaucoup le lien de confiance avec la fille, justement, et ça augmente en fait l'empathie chez la fille envers le père, de dire, OK, bien, puis aussi de parler de ce qu'on vit comme père, de prendre vraiment le temps de parler avec sa fille, aller au resto avec sa fille, prendre un moment vraiment ensemble, de lui parler de comment on a vécu, nous, l'immigration, qu'est-ce que ça nous fait cette transition-là, comment on vit notre stress, pas pour comme ajouter du stress à l'enfant, ben surtout quand c'est des adolescents, mais plus dans l'enfance, là, mais c'est vraiment plus pour nourrir en fait ce sentiment d'empathie-là qui manque. Puis je le dis parce que moi aussi, avec du recul, là j'ai 42 presque, mais avec du recul, je me dis, mon Dieu, mais que je manquais d'empathie envers mes parents parce que j'étais vraiment prise dans mes problèmes d'adolescence aussi, puis c'était très, très difficile de gérer ça, en fait. Donc, je pense qu'il y a une question d'humilité aussi, de reconnaître aussi qu'on ne connaît pas tout en tant que parent, en tant que père, sur la parentalité bienveillante, sur comment je peux être un père bienveillant et que ça peut s'apprendre. C'est-à-dire, on ne naît pas un parent bienveillant, on le devient. Bon, on peut devenir un parent bienveillant, mais il n'y a personne qui naît avec justement avec un code un code en fait inné de on est comme un meilleur parent ou le meilleur père ou la meilleure mère, et d'oser aller comme justement s'outiller. La communication, évidemment, ça, j'en ai parlé tout à l'heure, mais comme pour donner donc un peu plus de détails là-dessus, bon, ça, on a dit travailler sur soi, reconnaître que nous ne sommes pas infaillibles, encourager aussi sa fille à explorer diverses activités pour optimiser son développement. Ça, c'est sorti aussi dans les entrevues que nous avons faites et comme on a montré dans la vidéo, on voit comment les filles, dès leur enfance, parfois, elles sont brimées dans les activités qu'elles peuvent faire, dans les champs, en fait, où est-ce qu'elles peuvent étudier ou des choses comme ça. Et donc, ça fait que ça limite leur potentiel de développement, de développer vraiment tout le spectre de compétences qu'elles peuvent avoir. Donc, encourager aussi, élargir aussi sa définition ou sa compréhension de ce qu'une fille peut faire ou doit faire, entre guillemets. Donc, ça revient encore une fois à toute la question des stéréotypes qu'on peut avoir. Une fille, ça ne fait pas ça. Une fille, ça ne court pas. Une fille, ça ne grimpe pas. Une fille, ça ne saute pas. Une fille, ça ne joue pas, je ne sais pas moi, au camion. Une fille, ça ne fait pas tel sport. Ça ne joue pas au soccer, etc. Donc, vraiment élargir notre définition de qu'est-ce qu'une fille ou notre compréhension de qu'est-ce qu'une fille peut faire. Ça, c'est aussi... oui, c'est ça. Donc, l'autre point, c'est selon le type de relation aussi qu'on avait avant avec notre fille, il faut accepter aussi que regagner un rapport de confiance avec sa fille peut prendre du temps. Donc, si, comme j'ai dit tout à l'heure, le lien de confiance a été rompu à un moment donné à travers certains comportements ou certaines erreurs qu'on a pu faire comme parents, bien, il faut juste accepter que tranquillement, ça va prendre du temps pour regagner le lien de confiance avec sa fille. L'autre point, c'est nourrir chez sa fille le sens critique, dans le sens que
Par exemple, si on a peur pour les fréquentations que notre fille peut avoir, ben c'est simplement de discuter avec sa fille à propos des critères qu'elle a, elle. Comment tu fais pour choisir tes amis? Sur quoi tu te bases? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Qu'est-ce que tu aimes, par exemple, chez des amis, etc. Juste ça, puis la questionner, puis donc nourrir nous-mêmes notre sens critique peut aider justement à ce qu'à un moment donné, on rapproche en fait notre perspective, la perspective justement de la fille pour pouvoir être moins dans le contrôle et plus dans la confiance des relations qu'elle peut avoir justement avec ses amis ou des amis qu'elles peuvent choisir, etc. Être à l'écoute de sa fille, donc s'intéresser à ce qui la passionne, à ce qu'elle aime. S'intéresser à ce qui la passionne, ça ne veut pas dire aimer ce qui la passionne, ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qu'elle aime, mais juste s'intéresser, comme lui montrer que ce qui l'intéresse est important pour nous parce qu'elle est importante pour nous. Respecter la confidentialité, ça je l'ai dit. Favoriser son estime d'elle-même. Christine en avait parlé, mais c'est sûr que une fille, dans le fond, si à la maison, elle se fait critiquer constamment, elle est dénigrée constamment par rapport où elle est juste comme ignorée parfois au niveau affectueux, etc., ben, c'est clair qu'elle va aller chercher ça ailleurs. Elle va aller chercher cette estime d'elle-même, elle va aller essayer de la nourrir ailleurs, par des amis, par des relations justement comme malsaines avec des garçons qui vont peut-être lui faire miroiter en fait plein de promesses pour avoir ce qu'ils veulent, etc. Donc, c'est clair qu'il y a une grande responsabilité dans le fond des pères, beaucoup aussi, parce qu'il y a ce regard-là que les filles vont aller chercher, en fait, le regard de mon papa sur moi, etc., pour favoriser leur estime d'elles-mêmes. Et le dernier point, et non pas le moindre, et comme on avait montré dans la vidéo, c'est vraiment d'être juste et équitable dans l'éducation des filles et des garçons, parce que c'est un point, comme j'ai dit, qui est revenu beaucoup, beaucoup dans les entrevues que nous avons faites et qui provoque malheureusement beaucoup de tensions, surtout entre les parents et les filles. Et comme j'ai dit, qui peuvent mener malheureusement à des problèmes beaucoup plus graves au niveau des ruptures familiales, etc. Donc ça, c'est un des points aussi. Voilà, mais merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Asma. Alors, le temps file, on est déjà à presque 1h30 depuis le début du webinaire. Si on peut, s'il vous plaît, mesdames, s'il vous reste une petite conclusion en fait pour finir. Et puis, on va laisser du temps également pour nos participants s'ils souhaitent intervenir, poser des questions ou présenter un témoignage. Donc voilà, qu'ils soient les bienvenus. Merci. Mais peut-être en conclusion, en fait, moi, je voudrais juste souligner que je trouve ça vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'à deux, on a réussi à couvrir les différents âges de l'enfant. Je pense que dans les stratégies gagnantes, vous avez absolument nommé ce qui était essentiel. Je pense que la meilleure compréhension que vous arrivez à développer de ce que vit votre jeune fille, que ce soit ce qui l'intéresse, ce qui la passionne, mais les difficultés qu'elle peut vivre aussi, bien, plus ça va être facile après ça, justement, de nourrir l'empathie, d'avoir une communication qui est efficace, qui est enrichissante pour vous deux, puis ça va se répercuter sur l'ensemble de votre fonctionnement familial. Donc, je pense que c'est important d'arriver à distinguer les enjeux qui sont liés au développement. Donc, par exemple, il y a des choses que toutes les adolescences vont vivre qui ne sont pas liées au fait d'être immigrantes, ni musulmanes, ni maghrébines. Il y a des choses qui sont liées au fait d'avoir vécu la transition migratoire, donc dépendant à quel âge on la vit, dans quel contexte on quitte un pays, comment la décision a été prise, puis comment l'installation se passe. Puis il y a des choses qui vont vraiment être liées à l'acculturation, donc la rencontre entre la culture qu'on porte et la culture qu'on rencontre en s'installant dans un nouveau pays. Donc, plus vous arrivez à comprendre comment votre fille se situe dans ces trois grands champs-là, ces trois grands enjeux-là, bien, plus ça va être facile de nourrir votre relation, puis de nourrir l'affection, dans le fond. On aime tous nos enfants, puis des fois, c'est avec les meilleures intentions du monde qu'on va avoir des comportements, des paroles qui finalement sont une menace pour la qualité de la relation, alors que notre intention était tout autre. Donc, moi, je suggérais qu'on passe aux questions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des interventions, des commentaires. Ça me ferait plaisir de vous entendre.
Très bien, merci beaucoup, mesdames. Merci pour vos interventions et pour votre présentation. Oui, alors les participants sont invités maintenant à réagir. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas. Oui, Myriam et Zoubida, je vais commencer par Myriam. J'ai vu votre main en premier. N'hésitez pas, voilà, allez-y, la parole Oui, est à vous. bonsoir. Félicitations aux deux personnes qui ont présenté. C'était très, très intéressant. J'ai adoré. Je me posais la question, souvent quand on fait des activités justement pour intéresser les pères à leur implication dans la famille, c'est pas toujours facile, sans savoir pourquoi nécessairement les pères se sentent pas interpellés on organise une activité au niveau communautaire pour les pères qui a un rapport avec la famille. Donc, comme si tout de suite la famille, c'était pour la mère, alors que pourtant, on l'a vu, le père est quand même impliqué, parfois différemment, mais il est impliqué et peut s'impliquer davantage parce qu'il y a intérêt à le faire, en fait, pour le bien-être de la famille. Alors, ma question pour la première intervenante, et comme j'ai une terrible mémoire des noms, je ne me rappelle plus de son nom. Euh, donc, pour la première intervenante, euh, ce serait quoi, selon ce que vous avez vu, le truc qu'on pourrait avoir pour aller chercher les pairs pour venir qu'ils puissent participer à des activités plutôt communautaires qui abordent le sujet de l'implication des pairs dans les familles? Mais c'est intéressant que vous le souligniez. Puis justement, on est en train de faire un projet où on accompagne 4 organismes communautaires qui se sont donnés comme mandat de réussir à mieux rejoindre les pairs par leurs services, les pairs issus de l'immigration, puis justement développer des activités pour qu'ils se sentent davantage interpellés. Je vous dirais que c'est un enjeu auprès des pairs immigrants, mais auprès des pairs en général, là, c'est un constat qui s'applique à peu près tous les milieux d'intervention puis les milieux communautaires. Euh, de ma connaissance, ça fait quand même plusieurs années que je travaille sur ce thème-là. Ce qui fonctionne le mieux, il y a différentes stratégies qu'on peut utiliser, mais de passer par l'enfant, c'est quelque chose qui peut être extrêmement gagnant. Donc, ce que je vous ai expliqué au début sur les bénéfices de l'engagement paternel, la majorité des hommes ne savent pas ça. Puis, même dans la formation des intervenants, des professionnels en psychologie, les professionnels en soins, c'est quelque chose qui est très, très peu abordé. C'est comme un pan des connaissances qui n'est pas mis de l'avant, je pense, pour plein de raisons, surtout culturelles. Ce qui fait que les pères, souvent, ils ne sont pas conscients que ça fait une